très important, le sujet de cette dernière table ronde. Je sais, vous êtes tous fatigués et vous avez écouté, entendu beaucoup de choses depuis ce matin et même depuis hier. Néanmoins, j'espère que vous allez rester avec nous pour cette effectivement dernière table ronde du forum avant la cérémonie de remise des trophées des startups et le cocktail qui s'en suivra. On va parler d'un sujet dont je pense on n'a pas vraiment beaucoup parlé encore depuis le début, qui est l'énergie et plus précisément les défis énergétiques du XXIe siècle dans les villes. Juste quelques chiffres, mais je vous rassure, je ne vous en donnerai pas trop, pour vous situer quand même l'importance du sujet. Les villes consomment d'ores et déjà dans le monde aujourd'hui les 2/3 de l'énergie. Mais les projections avec l'urbanisation galopante dont vous êtes tous au courant, les projections portent ce chiffre à 73% à l'horizon 2030. Et il y avait des calculs de la Banque mondiale qui datent d'il y a quelques années qui estimaient que si la population urbaine allait croître de 150% entre 1990 et 2025, ça allait s'accompagner d'une croissance de la consommation énergétique, enfin d'une multiplication par 4 de la consommation d'énergie. Donc on voit bien que les villes et l'énergie, c'est un sujet. Et si les villes concentrent à ce point la consommation d'énergie, bah, c'est aussi au sein des villes que se trouve une bonne partie des solutions sur une plus grande sobriété énergétique et en tout cas la consommation d'une énergie plus propre. Donc j'accueille autour de la table pour traiter de ce sujet Monsieur Bernard Castille, directeur délégué d'Enedis, anciennement ERDF, mais je pense que vous êtes tous au courant. Monsieur David Donnerer, qui est chargé d'affaires européennes pour le réseau Energy Cities. Il va nous expliquer brièvement de quoi il s'agit. Et Monsieur Thierry Sioufi, vice-président senior en charge du secteur public, je crois, chez Atos. Si je me trompe, vous me rectifierez. Donc, je me propose de donner la parole en premier lieu à David Donnerer. Vous allez nous expliquer ce qu'est le réseau et comment, de votre point de vue, a évolué la place des villes sur le sujet consommation énergétique. Et du coup, aujourd'hui, on parle plutôt de transition énergétique. Merci. Donc, Energy Cities, on est un réseau européen des collectivités locales en transition énergétique. Et puis, on représente environ 1000 villes dans 30 pays européens, notamment dans la France, où on regroupe des villes comme Marseille, Rennes ou Paris dans notre réseau. Et puis, notre devoir, notre mission, c'est de renforcer le rôle des villes dans les questions de l'énergie et puis de leur fournir des outils pour les accompagner dans la transition énergétique. Et donc, le rôle des villes, à travers les 25 ans depuis que Energy Cities existe, a quand même assez bien évolué parce que... Ah oui, pardon. Oui, c'est mieux, merci. En 2016, donc tout le monde parle des villes maintenant, on parle de la Smart City, on parle... donc les élus, ils ont une position importante, mais il y a 25 ans, on ne parlait pas encore des villes. Donc les villes sont montées en puissance et puis... en 2018, comme exemple, le IPCC va faire un rapport spécifiquement sur les villes. Qu'est-ce que c'est IPCC? C'est les scientifiques qui sont... Le GIEC, en fait, en français, c'est ça? Voilà, oui. Le groupement... bon, alors, ça va m'échapper également, mais enfin bref, ceux qui produisent des rapports réguliers sur l'évolution du changement climatique, enfin l'évolution du climat, plus exactement. Voilà, donc ça montre que les villes sont montées en puissance et puis ont un rôle beaucoup plus important qu'il y a 25 ans dans les questions de l'énergie et de climat. Mais néanmoins, votre réseau, il existe depuis 25 ans, donc ça veut dire que les villes, à l'époque, elles avaient déjà conscience quand même d'avoir un sujet en lien avec l'énergie. Elles avaient besoin de se regrouper, d'échanger des bonnes pratiques. Pourquoi est-ce qu'elles venaient adhérer au réseau, finalement, il y a 25 ans ? En fait, ce qui a lancé le mouvement, c'était l'agenda local 21 qui s'est fait à Rio en 1992. Ouais. Donc après, les villes, les collectivités se sont engagées à faire des plans pour le développement durable et ils ont fondé ces réseaux comme Energy Cities pour échanger des bonnes pratiques, transférer du savoir-faire et puis monter des projets en commun pour échanger des solutions qui fonctionnaient dans une autre ville pour les amener dans des villes de pays différents, notamment en France, mais aussi en Allemagne ou en Belgique.
Donc, en France, et notamment via la loi de transition énergétique, les prérogatives des collectivités locales en général vont s'élargir, notamment en matière d'énergie. Est-ce que c'est un phénomène que vous voyez partout en Europe, puisque vous êtes un réseau européen? Est-ce que c'est quelque chose qui se généralise? C'est-à-dire que leur rôle opérationnel, on le voit bien, mais là, c'est même un rôle plus qui leur est octroyé par la loi, finalement. Est-ce que c'est un mouvement général? En Allemagne, c'est déjà... En depuis Allemagne, longtemps, Danemark, c'est déjà depuis longtemps, mais dans d'autres pays, notamment de l'Europe de l'Est ou aussi aux Pays-Bas, oui, il y a encore un chemin à parcourir, mais déjà, les signaux comme la loi de la transition énergétique en France, ça montre déjà que les villes sont mises au cœur de la question énergétique. Mais d'ailleurs, vous citez les villes, enfin les pays du Nord, dans lesquels les villes ont déjà pris un peu la main sur ces sujets-là, qui sont quand même réputés pour être les pays les plus finalement performants en matière de sobriété énergétique. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le rôle des villes et la sobriété au niveau national? Peut-être. Disons, pas seulement, parce qu'il y a aussi les villes en France, mais aussi en Italie. Avant que leur gouvernement était vraiment engagé dans la question climat-énergie, ils étaient très actifs, notamment dans l'agenda 21 depuis 1992. Donc, les villes étaient bien avant leur État, avant la COP 21. Oui, avant la COP 21, oui. Et d'ailleurs, réclament d'être mieux entendus, de bénéficier de moyens supplémentaires pour... notamment financiers, pour pouvoir jouer leur rôle dans la lutte contre le changement climatique. C'est ça? En effet, oui. Ouais. Et puis de passer à l'action beaucoup plus rapide que les États. Alors, Monsieur Sioufi, Atos, vous accompagnez pas mal de métropoles européennes, justement, d'une façon générale, mais j'imagine en particulier sur l'énergie. Comment est-ce qu'elles utilisent le numérique pour gérer leurs défis énergétiques, puisque c'est le thème de notre table ronde? Absolument. Bonsoir à tous. Effectivement, Atos, 12 milliards de chiffre d'affaires, 100 000 personnes présentes sur tous les continents. On est plutôt, nous, l'acteur cockpit, c'est-à-dire celui qui va agréger l'ensemble des données. Et effectivement, on a un champ d'expérience assez large sur les smart cities, que ce soit Madrid pour sa sécurité, Vienne pour la lutte contre les pandémies, ou Eindhoven sur le big data et la sécurité dont on vient de parler. Et effectivement, d'abord, pour répondre au sujet de la place du numérique dans la transformation énergétique, la Smart City est arrivée à maturité. Ça a été dit plusieurs fois dans la journée. Le sujet n'est plus technologique. Le sujet aujourd'hui, c'est l'adoption de ces technologies pour effectivement un meilleur usage et un bénéfice pour la collectivité. Il y a eu beaucoup de Smart City, je dirais, verticales, c'est-à-dire sur des sujets de transport, sur des sujets de réseau, d'eau, d'électricité, etc. Et effectivement, on arrive aujourd'hui à une Smart City qui est beaucoup plus transversale. Qui intègre tous les paramètres. Et ce que nous appelons, nous, dans notre jargon métier, du monofluide vers le multifluide. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'effectivement... Est-ce que dans fluide, alors les fluides, vous intégrez les gens, par exemple, qui Non, les fluides, on intègre l'électricité, l'eau, l'énergie, donc pour répondre au sujet de la table ronde. Mais on était très monofluide, c'est-à-dire que chacun venait avec sa solution verticale. Et effectivement, aujourd'hui, pour avoir une Smart City innovante et qui se rapproche du citoyen, comme ça a été évoqué toute la journée, c'est donc cette notion de cockpit qui redonne un petit peu la main au citoyen et qui lui permet d'interagir. Donc c'est ça la transition qui s'opère actuellement et dont tout le monde a pris conscience, que ce soit les opérateurs, fournisseurs d'énergie, que ce soit les collectivités. Simplement, bien sûr, il faut le mettre en œuvre. Alors, juste pour citer un exemple, on a mis en œuvre une solution à Grenoble sur le projet Vivacité, qui est un projet triangulaire. C'est-à-dire que nous, on a offert le contenu technologique, le cockpit, mais en fait, c'est une solution qui a été construite avec Électricité et Gaz de Grenoble et la ville de Grenoble, et c'est la ville de Grenoble qui l'orchestre. Et cette solution, c'est quoi? C'est un moyen qui est donné à tout citoyen de ce quartier de pouvoir se benchmarker, alors de manière anonyme, parce qu'on a beaucoup parlé de ça aussi, et on en reparlera, parce que la notion de transparence est très importante, et d'anonymisation, mais donc de lui donner les moyens de se benchmarker, c'est-à-dire, il a un appartement, 67 mètres carrés, 4 personnes, il peut savoir dans son quartier quel est le niveau de consommation d'usage d'une famille qui lui ressemble, qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaîtra jamais, mais on lui a donné non seulement des indications sur sa propre consommation, mais on lui donne des indications sur
son écosystème. Et puis à partir de là, il peut lui-même interagir sur sa collectivité, être force de proposition sur des modifications du jardin. Donc on est rentré dans un mode interactif sur lequel le citoyen commence à agir sur son écosystème. Bottom-up et top-down. Voilà. Et moi, je pense que ça, c'est la vraie évolution vers une adoption large où on remet le citoyen au cœur du dispositif. Ça aussi, on l'a beaucoup dit depuis 2 jours. Oui. Voilà. Alors, Monsieur Castille, finalement, cette interactivité avec le citoyen, c'est un peu le compteur Linky. Entre autres. Oui. Alors vous, donc Enedis, vous êtes au cœur, vous dites et vous allez nous expliquer de la transition énergétique en général et dans les villes en particulier. Quelle forme cela prend-il ? Alors c'est vrai que Enedis est au cœur de la transition énergétique pour 2 grandes raisons. C'est que une des principales, c'est le développement des énergies renouvelables. Bon, Enedis, j'imagine, excusez-moi, tout le monde Enedis, sait que c'est le nouveau nom de RDF, l'électricité. Et on distribue l'ensemble de l'électricité sur 95% du territoire français et on a une activité régulée. Donc c'est vous qui êtes en contact avec le consommateur final ? Non, ce sont les fournisseurs. Nous, on assure la partie acheminement jusqu'à la prise du courant et le contrat est porté par le fournisseur d'énergie. Engie, comme j'ai vu tout à l'heure, EDF ou autre. Tout ça pour dire que Enedis est impliqué dans la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que la transition énergétique, elle conduit en particulier à développer les énergies renouvelables. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que la majeure partie de ces énergies renouvelables se raccrochent sur le réseau de distribution. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'opérateurs de réseau, eh bien, on doit adapter nos infrastructures à cette arrivée d'énergie renouvelable. Oui, c'est-à-dire par opposition aux énergies plus centralisées qui, elles, sont plutôt sur le réseau haute tension, en fait. Exactement. Et ce qui est un mouvement qu'on observe, où jusqu'à il y a quelques années, l'électricité était produite de manière très centralisée, et maintenant, on retrouve cette dimension du local et de production locale. Et on pourrait croire que production locale, ça veut dire que le réseau de distribution n'existe plus. Eh bien non, au contraire, parce qu'on a beaucoup plus besoin de gérer les flux d'énergie, d'autant plus que les énergies renouvelables, elles ne se stockent pas. Donc derrière, ça veut dire que nous... Pas encore. Elles ne se stockent pas encore, un petit peu, puisqu'on le teste, d'ailleurs pas bien loin d'ici, sur la Côte d'Azur à Nice. Mais derrière, eh bien, on est obligé, nous, en tant qu'opérateurs de réseau, d'assurer cette nouvelle gestion du système. Alors on n'est plus en tant qu'opérateur d'infrastructure, mais maintenant on est opérateur d'un système électrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire opérateur d'un système électrique ? Et ça rejoint des préoccupations qui ont été évoquées dans les tables rondes précédentes. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait de plus en plus d'informations sur le réseau. Et ça passe par, d'une part, les consommations de nos clients. Et derrière, vous l'avez évoqué, c'est le fameux compteur Linky qu'on est en train de déployer chez l'ensemble des 35 millions de clients basse tension, qui va leur permettre, eux, de mieux consommer, puisqu'ils pourront disposer de l'ensemble de leur courbe de charge tout au long de la journée, et ils pourront derrière adapter leur consommation en fonction des pointes de charge. Mais est-ce qu'il y aura des messages compréhensibles par le commun des mortels pour leur dire qu'il vaudrait mieux parce que quand vous dites courbe de charge, je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup aux citoyens lambda. Alors, c'est justement un des sujets sur lequel on doit travailler. Nous, on met à disposition les données. Après, les fournisseurs d'énergie en font l'usage pour éventuellement les mettre en forme. Et nous, on propose aussi un service, comme l'expliquait M. Sioufi, c'est-à-dire dans l'offre de base Linky, le client peut disposer évidemment de sa consommation heure par heure, et puis il peut se comparer. Alors nous, on ne va pas jusqu'à la composition du foyer ou autre, parce qu'on ne veut pas être intrusif à ce point-là chez nos clients, mais on va le comparer derrière avec un client qui a le même type d'abonnement. Et comme ça lui donne déjà un premier signal, comment il se positionne. Ça, c'est vision client final, acteur de sa consommation. Et je crois que ça a été beaucoup dit aussi tout au long de la journée, c'est comment on embarque les citoyens dans cette meilleure gestion de l'énergie. Peut-être avant, il était relativement passif vis-à-vis de sa facture, mais c'est de le mettre dans une dimension, alors c'est un terme que vous avez déjà probablement entendu, de consomme-acteur, c'est-à-dire acteur de sa consommation. Et pour qu'il soit acteur de sa consommation,
il faut qu'il ait un certain nombre de données sur sa consommation. Et puis le deuxième volet sur les données, il y a aussi les collectivités locales, parce que, et ça rejoint aussi ce que M. Soufi vient d'évoquer, c'est-à-dire que si elle veut faire des choix énergétiques au niveau d'un territoire, au niveau d'une smart city, eh bien, il faut qu'elle puisse disposer d'un certain nombre d'informations. Et nous, en tant qu'opérateurs indépendants de l'ensemble des fournisseurs, notre objectif, c'est aussi de mettre à disposition ces données pour faciliter les choix énergétiques de la collectivité. En particulier, on pourrait être capable de dire, tiens, tel quartier consomme beaucoup, eh bien, ça veut peut-être dire que si la collectivité veut développer une politique de rénovation urbaine, eh bien derrière, c'est plutôt dans ce coin-là qu'il faudra... c'est à l'échelle du quartier, en fait, que vous communiquez les données? On peut aller à l'échelle du quartier, à la maille Iris, pour les spécialistes, mais il y en a qui s'y reconnaîtront. Sont à l'échelle du quartier, alors évidemment sous forme anonymisée, parce que là c'est toujours l'éternel sujet, c'est-à-dire qu'on ne donnera pas la donnée et le détail client par client, mais on donnera une version agrégée qui permettra d'identifier que par exemple sur un quartier, celui-là par rapport au quartier d'à côté, la consommation est plus importante, donc ça va orienter la politique locale. Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques, parce que vous nous parliez des énergies renouvelables, qui sont rarement situés, en tout cas la production elle est rarement au cœur des villes. Est-ce qu'il y a des enjeux en termes de transition énergétique spécifiques à la ville par rapport aux autres territoires plus ruraux? Alors, renouvelable, effectivement, mettre une éolienne en plein centre d'un centre-ville, c'est un peu compliqué, mais le solaire, croyez-moi, le solaire se développe très fortement. Et puis les bornes de recharge de voitures électriques. Effectivement, le deuxième sujet, c'est les bornes de recharge, mais juste sur la partie renouvelable, on le voit bien d'ailleurs ici à Marseille, dans la zone euro-méditerranée, se développer des zones solaires. Donc ça veut dire que dès un centre-ville, il faut travailler sur l'intégration de ces énergies renouvelables. Et puis effectivement, la deuxième application qui est très tournée sur la transition énergétique, je rappelle que dans la loi de transition énergétique, c'est 7 millions de bornes de recharge à l'horizon 2030 en France. Ça veut dire que derrière, il faut pouvoir gérer l'ensemble de ces 7 millions, c'est-à-dire les installer au bon endroit sur le réseau de distribution. Et ça, c'est vous qui donnez les indications pour optimiser le client nous demande, la collectivité nous demande où elle veut l'installer, évidemment. Et puis, nous, on lui propose, en fonction de l'endroit où elle souhaite installer, peut-être de la déplacer de 20 mètres, 50 mètres pour avoir une meilleure condition d'accès au réseau de distribution. Et puis derrière, vous imaginez bien qu'il faut pouvoir gérer la recharge de ces véhicules électriques. Et derrière, on travaille avec beaucoup de start-up justement pour pouvoir optimiser ces recharges et permettre justement au moment où il y a des appels forts de consommation, peut-être effacer la demande en matière de recharge de véhicules électriques. Et puis au moment où l'énergie est disponible, période solaire par exemple, favoriser plutôt la recharge à ce moment-là. D'accord, très bien. Monsieur Donnerer, donc vous faites partie d'un réseau, comme vous l'avez expliqué. Donc, qui dit réseau dit échange, mutualisation, etc. Qu'est-ce que vous voyez apparaître comme type de solution au sein des villes? Est-ce qu'il y a justement des échanges entre habitants, entre différents éléments de la collectivité et entre villes, au-delà des bonnes pratiques? Est-ce que ça existe déjà, l'échange? Hier, on avait un atelier sur Smart Say qui se passe donc à Marseille, sur un projet de solidarité énergétique entre bâtiments, notamment entre des bâtiments, des immeubles de bureaux et des immeubles de logement. La construction n'est pas encore achevée, mais le projet, c'est de pouvoir mutualiser la consommation d'énergie. Est-ce que c'est des solutions que vous voyez se développer aujourd'hui dans les villes, et est-ce que c'est encore freiné par certains éléments, par exemple réglementaires ou techniques? Je ne sais pas. Disons pour les bâtiments, on n'est pas encore tout à fait là, mais parce qu'on pense trop en silo encore entre les réseaux ne sont pas encore tout à fait intégrés, chauffage, électricité, transport. Donc ces questions des bâtiments qui sont intelligents, on n'est pas encore tout à fait là. Mais après, en termes d'échanges entre citoyens, on a beaucoup de citoyens qui s'engagent dans les coopératives
pour investir dans les éoliens ou des photovoltaïques. Ça est très répandu en Allemagne, mais ça commence en France aussi. Mais ça commence aussi en France, oui, notamment en Franche-Comté, le premier parc éolien citoyen qui vient de se faire. Donc ça va être une tendance qui va de plus en plus se répandre dans le futur, que le système énergétique devient de plus en plus démocratisé, que les citoyens vraiment participent activement, non seulement comme dans la autoconsommation, mais aussi dans la production d'électricité qui va être vendue sur le marché ensuite. Oui, donc voilà. Donc, et puis les échanges entre les villes. Donc les villes, ils montent des projets ensemble, notamment dans le domaine des smart cities. Donc nous, en tant que réseau Energy Cities, on a un projet avec Lyon Métropole, Vienne et Munich. Qui travaillent toutes les trois ensemble. Qui travaillent toutes les trois ensemble, et puis on essaye de répliquer leurs solutions dans les villes en Italie, Espagne et en Bulgarie. Donc vraiment de massifier les solutions Smart City en dehors des villes déjà très avancées comme le sont Lyon, Munich et Vienne. Donc voilà, c'est vraiment les villes font des projets concrets, et puis nous on essaie vraiment de massifier les projets que les villes font sur une échelle beaucoup plus globale. Et quand vous dites qu'elles sont déjà très avancées, ces trois villes-là, qu'est-ce qu'elles font en termes d'énergie particulièrement ? Lyon, Vienne et j'ai oublié la troisième. À Lyon, Vienne et Munich. Donc Munich, disons, ils sont très avancés dans par exemple les solutions pour le chauffage urbain, mais aussi pour la rénovation des bâtiments. Et puis pareil à Lyon. Et puis Vienne, sont très avancés dans les questions open data, tout comme Amsterdam, mais aussi Marseille. Donc, et puis ça, on essaie de répliquer dans les villes comme Sofia ou Venise, où ces questions ne se sont pas posées du tout encore, mais où les techniciens dans les villes, et puis les élus aussi, sont très intéressés de savoir comment on peut répliquer ça, et puis le faire aussi dans ces villes après. Oui, parce qu'alors, on navigue on a beaucoup répété lors de tables rondes précédentes que la ville durable, il n'y avait pas un modèle universel, mais que c'était du cas par cas. Chaque ville avait sa localisation géographique, son histoire, son patrimoine, etc. Mais néanmoins, il y a quand même une mutualisation possible des bonnes pratiques qui peut qui peut être appliquée à différents endroits et faire économiser beaucoup de temps de recherche et peut-être de fausses pistes à certaines municipalités, profitant de l'expérience des autres villes. Oui, tout à fait, parce que même si les villes sont différentes, mais ils ont quand même des choses en commun, des enjeux en commun, surtout sur les renouvelables, sur les intégrations des réseaux. Donc on peut vraiment transférer les pratiques faites dans une ville, dans d'autres villes. Que vraiment, ça se massifie ensuite et qu'on ne reste pas seulement dans les bonnes pratiques des villes pionnières, parce qu'on doit accompagner toutes les villes dans la transition énergétique. Ça, c'est absolument crucial. Alors, Monsieur Sioufi, vous parlez du citoyen digital dont on parle depuis longtemps et que vous voulez rendre citoyen digital responsable. Quel est votre apport, Atos, pour que ce citoyen digital devienne responsable ? Disons, on est arrivé dans une phase de maturité, comme je l'ai dit, des technologies, notamment des technologies issues du numérique. Et aujourd'hui, en fait, pour redonner la main et faire en sorte que ces projets soient participatifs, d'abord, il y a trois clés en amont qui sont importantes. Bien sûr, Atos n'a pas pour vocation d'être l'opérateur, l'énergéticien. Encore une fois, je l'ai dit, nous on travaille au niveau du cockpit, mais on travaille avec l'ensemble des acteurs du sujet. Les trois clés, c'est qu'il faut prendre le contrôle des données. Et quand je dis prendre le contrôle, c'est la capture des données. C'est avoir des KPI, c'est avoir des éléments de mesure. KPI, et là, peut-être des indicateurs. En tous les cas, c'est avoir la matière première, et probablement de manière transversale. Et quand vous dites prendre le contrôle des données, c'est pas quelque chose qui fait un peu peur. C'est-à-dire avoir une vision d'ensemble, toujours dans ce cockpit, avoir une vision d'ensemble de toutes les données, des fluides que j'évoquais tout à l'heure, qui circulent, et les connaître. Je crois que c'est Madame le maire adjoint de Marseille qui disait tout à l'heure qu'on travaille avec les données qu'on a. Je crois que Jean-Claude Gonin s'y emploie, mais quand on n'en a pas, il faut trouver d'autres solutions. Là, je dirais, la première clé, c'est avoir ces données, les partager, et puis je dirais en avoir une vision transversale et globale, quels que soient les fluides. Et ça, comment vous les récupérez, en fait, toutes ces données ? Avec les opérateurs, et en général, ça se passe bien. Mais en tous les cas, le premier élément,
d'une smart city qui évolue et qui va vers la question que vous m'avez posée, c'est d'avoir le capital donné. Le deuxième élément, donc je maîtrise ces données, je les ai. Deuxième volet, c'est le pilotage. C'est-à-dire une fois que je les ai, je dois la travailler, la relier, la corréler pour créer ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité à se mesurer, se benchmarker, voire même interagir. Bon. Mais là, on est encore dans, je dirais, les sciences du numérique. Le vrai sujet, il a été évoqué toute la journée, et c'est un des sujets du big data, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il faut avoir la maîtrise de ces données, mais encore faut-il les avoir suffisamment anonymisées pour créer une zone de confiance, de transparence et de confort pour nos concitoyens, de telle manière à ce qu'ils n'aillent pas plus facilement vers Google que vers des données d'opérateurs, comme ça a été évoqué dans une des tables rondes. Tout à fait. Ouais. Et donc, mais là, effectivement, c'est à ce moment-là, quand on aura réussi ça, et c'est un peu ce qu'on a réussi dans Vivacité à Grenoble, qu'on arrivera à avoir des citoyens qui ne sont non pas consommateurs, mais consommateurs, je reprends votre terme, M. Castille, en tous les cas, des citoyens qui sont responsables par rapport à l'usage du numérique et la manière dont ils veulent influer sur leur écosystème, quel qu'il soit, ville, région et au-delà. Mais j'insiste beaucoup, cette notion de transparence, alors elle a l'air de rien, mais elle est capitale, et paradoxalement, elle ne se traite pas à la fin. Nous, ce que nous avons complètement intégré dans nos mécanismes de développement, c'est, excusez-moi pour le jargonnage, on appelle ça le privacy by design. C'est-à-dire que quand on conçoit une application de Smart City maintenant, on intègre immédiatement, dans toutes les phases, la notion d'anonymisation de la donnée, de transparence, de manière à ce que chaque fois que l'application va interagir avec quoi que ce soit, cette notion de privacy soit partie intégrante du mode opérateur de l'application. Et bien sûr, tout ça, en France en particulier, en parfaite harmonie avec la CNIL, qui regarde de très près ce que nous faisons à Grenoble, parce que c'est un champ d'expérience, y compris dans ce domaine, très important. Mais précisément, alors, ce que vous faites à Grenoble, en fait, vous n'avez pas encore vraiment de retour d'expérience sur ce projet. Il est en cours. Sur Grenoble, ça fonctionne. C'est en opération. Et les gens participent beaucoup. Parce que moi, la question que je me pose, et j'ai envie de la poser à M. Donnerer, est-ce que vous voyez ça dans certaines villes qui sont vos adhérents ou membres du réseau? Est-ce que vraiment le consommateur est mûr pour rentrer dans une espèce comme ça d'émulation avec ses voisins, d'essayer de consommer moins, ou voisins ou appartements semblables, ou familles composées de la même façon, enfin je ne sais pas ce qui est possible. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment? Parce que ça fait des années qu'on en entend parler, c'est les nudges en fait, un peu, hein, c'est toutes les choses... moi aussi je jargonne, qui sont des sciences molles en fait, plutôt que des sciences dures, et qui peuvent finalement dans le comportemental inciter les consommateurs à faire mieux. Est-ce que ça marche ça déjà en Europe? Est-ce qu'on a des exemples? Disons, dans notre réseau... C'est un sujet dont vous entendez parler dans votre réseau? Oui, ça bien sûr, mais ça ne marche pas si bien encore, parce que c'est trop souvent c'est l'approche aussi top-down, c'est pas vraiment le citoyen qui est vraiment inclus depuis le début, qu'on lui demande qu'est-ce qu'il veut vraiment, au lieu de lui fournir tous les outils, et puis voilà, débrouille-toi. Donc voilà, pour être un peu en jargon, mais... donc voilà, oui, si on fait... Mais les compteurs intelligents, c'est pas seulement ce qu'on devrait faire, on devrait plus démocratiser le système énergétique, donner aux citoyens plus de moyens à participer activement dans le marché énergétique. Donc voilà, ça dépasse pas seulement derrière le compteur intelligent, oui. voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Castille? Et puis peut-être par rapport aux données, je pense que vous avez eu pas mal de pain sur la planche avec Linky sur cette question. Peut-être nous faire part de votre expérience. Sur le volet citoyen, là, on l'a testé nous sur nos démonstrateurs là. Et il y en a, comme je le disais tout à l'heure, qui était Nice Grid à Carros, et on faisait participer les habitants. Et on s'est rendu compte que si on arrive bien à faire de la pédagogie au départ, et si on met bien en perspective tous les enjeux et quel rôle il peut jouer dans une communauté, on arrive à faire bouger les choses. Mais c'est comme tout, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Mais je pense que de plus en plus, l'ensemble des citoyens sont quand même sensibilisés par cet aspect énergétique
les émissions de CO2, tout ça, ça commence à parler. Et de plus en plus, il y a des comportements qui évoluent pour être acteurs. Et bon, quand il y a du renouvelable, quand on sait que l'énergie est disponible, de pouvoir plus consommer à ce moment-là. Tout ça, bon, alors là aussi, c'était à des échelles de petites populations. Après, il faudra voir à la maille d'une métropole ou d'une très grande ville. Mais ça, je pense que c'est un sujet qui n'est pas spécifique à la France, qu'on est en train de regarder dans beaucoup de pays européens. Donc sur le premier point, cette acculturation du citoyen démarre. Moi, je crois beaucoup à l'intérêt que va porter le compteur communicant, le compteur Linky, parce que ça va leur mettre à disposition du consommateur beaucoup plus d'informations, et ça va l'aider petit à petit. Au début, évidemment, on lui donne un index tous les 6 mois, comme aujourd'hui. C'est pas avec ça qu'il pourra se rendre compte de la manière dont il consomme. Si on lui donne beaucoup plus d'informations, si derrière il voit le montant de sa facture, il va vite faire le rapprochement. Et là-dessus, je pense qu'on va progresser, mais ça voudra dire que d'une part, il faut recueillir la donnée. Ça, c'est ce qu'on a évoqué. Il faut la traiter, il faut s'assurer de sa fiabilité et autres. Et puis, il faut se rappeler qu'au départ, cette donnée, elle appartient au client. Et que lui, le client, il en est plutôt titulaire, et il n'a pas envie qu'elle se balade comme ça à droite et à gauche. Et on en revient toujours au sujet d'anonymisation. Et vous parliez tout à l'heure de la CNIL. Nous aussi, on est très, très regardés sur le sujet. Et parce il y a eu beaucoup de débats autour de Linky. Il y a des débats autour de Linky, mais il faut arrêter les fantasmes aussi. On n'est pas là à dire, à regarder à quel moment le client aura allumé sa télévision ou il aura pris sa douche. Non, mais je crois que la crainte, ça n'est pas que vous regardiez ça, c'est que ces données-là soient communiquées, je ne sais pas sous quelle forme commerciale ou non, à d'autres entités qui elles-mêmes pourraient en faire un usage commercial précisément. Oui, mais là, c'est notre engagement d'opérateur de réseau. Notre engagement, et l'engagement qu'on a vis-à-vis de notre client, c'est que ces données-là, elles ne se baladent pas et on les fait pas circuler, et on ne va pas, comme j'entends de temps en temps, les vendre à quelques gestionnaires de données. Non. Ce sont des données propriété du client, et là-dessus, on est très intransigeant. Et d'ailleurs, c'est notre crédibilité d'opérateur de réseau. Si on commence à balader les données dans tous les sens, je pense qu'on ne sera pas crédible sur notre métier. Et là-dessus, moi, je suis relativement intransigeant sur le fait que ces données-là, sous forme individualisée, on ne doit pas faire n'importe quoi. Alors, après, on manie, en tant qu'opérateur de réseau, un certain nombre de données. Et alors, on travaille aussi sur la mise à disposition de données, mais beaucoup plus globale. J'entendais parler tout à l'heure d'Open Data. On a un site, alors j'ai plus le site en tête, mais vous irez regarder sur Internet, Open Data Enedis, et vous verrez qu'on met à disposition déjà du public toute une série d'informations, mais de manière globale. Et on s'est mis dans cette démarche-là parce qu'on sait aussi qu'une entreprise dans le monde du numérique, on ne peut pas garder toutes ces données pour nous de manière... Mais vous êtes obligé par la loi de les mettre à disposition des collectivités? En plus, la loi vient d'évoluer avec la loi Le Maire. Oui. Effectivement, va nous imposer de mettre à disposition un certain nombre de données, évidemment sous forme anonymisée et sous forme agrégée. Parce que c'est exploitable par d'autres entreprises qui pourront après être exploitables. Alors, ça sera dans notre relation avec les collectivités locales, puis après, si elles veulent l'exploiter et la mettre en relation avec d'autres fournisseurs de données, ça sera de son plein mode de fonctionnement. Et ça revient à ce qu'évoquait M. Soufi tout à l'heure. Merci. Peut-être, je vois que l'heure tourne, il nous reste moins de 2 minutes, et je pense que tout le monde est un peu fatigué, mais néanmoins, il y a quand même un point où je voudrais, parce que vous venez de publier une étude récemment sur des villes qui visaient le 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050, avec les réseaux Clair et réseau Action Climat. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous pouvez nous résumer quelques pistes de recettes suivies par ces villes, et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est généralisable en Europe et en France en particulier ? Oui, donc définitivement, on peut répliquer ça en dehors des villes qu'on a analysées. Donc, on a pris notamment la ville de Barcelone, par exemple, ou la ville de Genève, qui ont déjà des feuilles de route 100% renouvelables.
où ça fonctionne notamment parce qu'ils, par exemple, ils engagent avec les territoires ruraux pour acquérir les énergies renouvelables qu'ils ne peuvent pas produire dans la ville. Et puis après, bien sûr, pour toute stratégie 100% renouvelable, il faut d'abord réduire la demande. Donc il faut d'abord faire beaucoup de sobriété énergétique, efficacité énergétique tout d'abord, oui. Et puis ensuite, entrer en dialogue avec toutes les parties prenantes sur le territoire, avec les entreprises, avec les citoyens, les startups, les académiques, pour ensemble co-créer une vision et puis une feuille de route qui va être mise en œuvre ensuite. Donc c'est une approche que non seulement Barcelone peut faire, mais aussi Marseille. À l'horizon 2050, c'est très envisageable que c'est suffisamment loin et suffisamment proche, 2050. C'est-à-dire que ce n'est pas totalement utopique, mais on a quand même le temps de prendre des décisions dans justement l'urbanisme, les projets qui vont se mettre qui vont entrer en construction dans les prochaines années pour aller dans cette direction-là. Parce que ça implique tout un tas d'organisations, pas uniquement de la production d'énergie, j'imagine bien. Oui, bien sûr, oui. Et puis ça, il faut penser aussi de point de vue global. L'accord de Paris, jusqu'à 2050, on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis une stratégie 100% renouvelable, c'est un chemin pour amener vers ce but. Très bien. Alors je ne sais pas, Monsieur Castille, si vous aviez un mot à dire là-dessus. Ça vous semble totalement utopiste ou vous pensez qu'on peut y arriver ? Je pense que ça sera complexe de faire du 100% renouvelable et qu'on n'exclura pas quelque part en base de quelques gros systèmes de production, mais qu'on développe du renouvelable, oui, je pense qu'on est sur une tendance, et cette tendance du local. Et derrière, vous l'avez évoqué, sur l'autoconsommation et autres, il y a des tendances lourdes là-dessus, et nous, en tant qu'opérateurs de réseau, eh bien, on accompagne tout ce type de démarche, justement. On a des expérimentations, d'ailleurs, pas bien loin d'ici, en autoconsommation. Monsieur Sioufi, un futur 100% renouvelable, qu'est-ce que vous en dites ? 100%, on l'espère. En tous les cas, nous, on a une certitude. Il y a eu beaucoup de projets verticaux dans les transports, dans l'e-administration. On arrive maintenant à un stade, et vous l'avez rappelé avec vos chiffres au départ, 75% de l'énergie consommée se fera dans les villes et dans les agglomérations. On est absolument convaincu que sous l'effet de la transition énergétique, le prochain Smart City citoyen puissant, c'est celui de l'énergie. Merci beaucoup, messieurs. Merci et bravo à vous tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci.